durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons le loup qui, depuis quelques années, revient naturellement en France, hélas toujours précédé de préjugés d'un autre âge. En Alsace, l'occasion d'initier les enfants à l'utilité de sa présence qui a marqué les lieux et les hommes, tout en leur offrant un support à la pratique de la langue régionale. Nous sommes à Pettisheim, dans le Bas-Rhin, chez et avec un grand spécialiste du loup, auteur de la bande dessinée Le fabuleux voyage de Liesele et Wolfi en Alsace, qui vient de paraître en alsacien et en allemand aux éditions Jérôme Do Bensinger. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Thomas Pfeiffer, bonjour. Bonjour. Thomas Pfeiffer, la version du premier ouvrage, cette fois-ci en allemand et en alsacien, Die fabelhafte Reise von Liesele und von Wolfi durchs Elsass, ça c'est pour la version allemande. Die fabelhafte Reise von Liesele und von Wolfi durchs Elsass, ça c'est pour la version alsacienne, vient de paraître. C'est la traduction rigoureuse du fabuleux voyage de Liesele et Wolfi en Alsace, sorti en 2015. Que raconte cette bande dessinée ? Alors ce livre pour enfants, bande dessinée dessinée par mon ami Christophe Carmona, visait deux buts, avant le troisième du bilinguisme. C'était d'écrire les légendes du loup en Alsace et de mettre ça en relation avec la dynamique du retour naturel du loup, d'une recolonisation sauvage dans le massif vosgien et alsacien, et de mettre en lien avec ces légendes alsaciennes qui sont héritées parfois du Moyen-Âge, voire même parfois depuis plus longtemps, et de faire revivre tout ça avec le retour du loup, aujourd'hui bien installé et durablement installé dans le quart nord-est en Alsace. J'ai les trois ouvrages sous les yeux. On va les feuilleter ensemble, oui. Thomas Pfeiffer. Allez, on ne va pas y passer toute l'émission, mais j'aimerais que vous entraîniez nos auditrices, nos auditeurs dans la découverte de... Alors, évidemment, quand on maîtrise l'alsacien ou l'allemand, on choisira plutôt une des deux versions qui vient de paraître, mais sinon, bien sûr, on peut toujours se rabattre sur la version française. Alors, le livre en alsacien et en allemand a une caractéristique, outre l'idée de développer le bilinguisme et de parler évidemment alsacien avec nos petits-enfants, c'est de repartir sur un livre sur les origines même du projet de Wolfi Liesele, avec les dessins originaux de Christophe Carmona, qui est parti sur des photographies de loups du parc à loup du Gévaudan dans lequel j'ai travaillé, et qui a vraiment cartonné, griffé le loup d'une manière très spécifique. Et donc, on entre dans le livre avec justement la découverte de ces dessins originaux, qui n'étaient pas dans la première version, c'est-à-dire la version française. Et en fait, on a de manière très naïve un petit chaperon rouge qui sort du bois. Les dessins sont effectivement les mêmes. Chaperon rouge plutôt sexy, Thomas Pfeiffer. Plutôt sexy, on l'a relooké d'une manière originale et presque originelle. On avait envie qu'il corresponde, ce chaperon rouge, au temps moderne et à nos jeunes enfants aujourd'hui, à nos ados. Un peu version manga aussi, un petit peu. Et l'idée, c'est de montrer ce chaperon rouge naïf, mais ancré dans son temps et habillé comme les jeunes d'aujourd'hui qui rencontrent ce loup, qui la découvre en pleine forêt. Évidemment, son premier réflexe, c'est évidemment la peur, car le loup, quand il est là, il exprime évidemment dans ses représentations culturelles, évidemment l'effroi, l'angoisse. Voilà, le loup consomme, vous avale dans sa gueule, dans un petit peu les légendes que l'on garde. Et elle va découvrir de fil en aiguille que ce loup, Wolfi, n'est pas si dangereux que cela, et il va lui faire découvrir sur son dos, comme un tapis magique volant. Elle m'a toujours fait rêver, étant enfant, de pouvoir me déplacer sans être vu un peu partout et être un peu transparent. Et ce loup va l'emmener dans des contrées pas si lointaines, mais qui lui permettent de découvrir ces légendes du loup en Alsace, du nord au sud de l'Alsace, en partant de Grauftal, pas loin de là où vivait ma grand-mère, Hannelore, qui était allemande, et justement cette grand-mère qui vivait de manière isolée dans ces maisons troglodytiques, est point de départ de cette rencontre entre le loup et Liesele, et de ces légendes du passé qui permettent de se réapproprier une mémoire oubliée, mais qui est bien présente. Et à partir Vous de là... Dit, Thomas Pfeiffer, livre pour enfants. Pas tant que ça, finalement. Alors en fait, quand je dis enfants, plutôt grands enfants, c'est-à-dire enfants instruits qui vont, à partir de 7 à 10 ans, réfléchir sur justement le retour du loup et sa dynamique naturelle, et sur des légendes qui sont locales et ancrées effectivement dans le passé, et qui donnent à réfléchir sur
la cohabitation possible entre l'homme et le loup, entre l'homme et la nature sauvage, celle qui est aussi au fond de nous-mêmes, et d'accepter le loup finalement, c'est d'accepter une part de soi-même, une part du sauvage. Et justement, les enfants, je les invite à découvrir un petit peu ses origines, ses représentations, ses légendes, mais aussi à se questionner sur leur rapport à la nature, sur leur environnement. Mon idée, c'est évidemment de développer une acceptation du sauvage, de la biodiversité, et d'ancrer le loup dans le cœur des enfants et dans le cœur des hommes. C'est mon Ça idée. veut dire aussi, Thomas Pfeiffer, que évidemment, au-delà des légendes, Bien encore sûr, qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas, bien finalement sûr, c'est le propre d'une légende, tout à fait. tout le reste est parfaitement documenté, historiquement et scientifiquement. Exactement documenté, puisque on va pas citer tous les exemples, mais on part des ruines du Nidec avec la légende des loups-garous et du gmelou, qui est bien présente dans les livres notamment d'Erckmann Chatrian. On a également des références évidemment à l'abbatiale d'Andelot, aux meneurs de loups qui sont présents notamment au Krontal, présents donc pas très loin d'ici entre Wasselonne et Marlenheim, où on a extrait donc de la carrière notamment le grès de la cathédrale de Strasbourg, l'abbatiale d'Andelot, de Rossheim, où là aussi des légendes sont présentes avec des représentations figurées, armoriées du loup sur les chapiteaux, qui sont souvent confondus à tort par des lions ou des griffons. Donc le loup, en fait, était très présent, c'était le mammifère le plus répandu. Donc en Alsace, il était présent dans son histoire. Et aujourd'hui, évidemment, le loup avait disparu, il est revenu naturellement donc en Alsace en 2011 et en France en 1992. On avait oublié de vivre avec le loup, mais le souvenir est toujours présent dans la pierre, dans les édifices. Il suffit d'aller à l'église Saint-Thomas, à Strasbourg, d'aller sur quelques partie de la cathédrale de Strasbourg, côté nord. Souvent, le loup est représenté du côté maléfique, nord, côté étranger, le côté froid, le côté effectivement sanguinaire. Voilà, on lui Vous réservait. évoquiez à l'instant Anglo, Oui, très connu aussi pour la présence de l'ours, là, cette bien fois-ci. sûr. En fait, son homologue, pratiquement. Alors, ours, loup et lynx vivaient dans les mêmes niches écologiques, hein. Encore là, d'ailleurs, en 2011, le loup qui est apparu au col du Bonhomme était passé sur un passage de lynx, et c'est mon ami Alain Laurent qui avait mis en place ce piège photographique, qui avait déterminé que c'était bien un retour du loup et un loup mâle. Donc, lynx, loup et ours. L'ours a vécu jusqu'au XVIIIe siècle en Alsace et dans les Vosges, dans la vallée de Münster notamment. Donc, ces animaux étaient présents, vivaient ensemble. Au XVe siècle, on avait de l'ours qui se baladait dans les vignes du côté d'Amerschwir, qui a d'ailleurs tué le frère de Geiler von Kaysersberg. Hein. Donc l'ours est plus connu pour son attirance d'ailleurs pour les raisins, plus que pour le miel d'ailleurs, et faisait des dégâts parfois plus importants à l'égard de l'homme que le loup. Sauf quand le loup était enragé, et notamment dans certaines vallées alsaciennes et françaises. On est là à peu près à la moitié de Oui, cette magnifique bande dessinée. On va continuer, Thomas oui. Pfeiffer, à la découvrir avec vous. Tout à fait. Alors là, donc le loup l'emmène un petit peu et la balade et lui raconte en faisant des petits arrêts ces différentes légendes que l'on a pu parcourir, et il l'emmène lui montrer un secret. Son secret, c'est évidemment d'aller à un lieu dit qui s'appelle la Pierre du Loup, pas très loin d'Orbay. Ce lieu dit existe, où une légende racontait qu'une femme avait effectivement abandonné un enfant et qu'une louve l'avait recueilli dans une pierre qui est à l'abri du vent, côté sud, exposée avec des feuilles, une sorte de petit lito, comme une tanière d'ailleurs, et la louve avait protégé cet enfant. Et la mère, pris de remords, avait récupéré l'enfant par la suite, tout étonnée de voir que l'enfant n'avait pas été dévoré par le loup. Et les gens du coin ont appelé à partir de là cette pierre la pierre du loup. Et on raconte encore qu'aujourd'hui, pour avoir des enfants, pendant longtemps, on mettait du sel sur le bord des fenêtres pour avoir un petit garçon, et on espérait que à cette pierre du loup, on allait exaucer ce vœu. Ça marche aussi avec les cigognes, paraît-il, mais avec du sucre cette fois-ci sur le bord des fenêtres. Alors du sucre au bord des fenêtres. Et alors du coup, comme on avait que des garçons, on a inventé un peu plus loin, c'est un ami local qui m'a raconté ça, la pierre du renard sur le tour de Faudet pour avoir des petites filles. Donc comme ça, il n'y avait pas de jalouse. Donc petit garçon, petite fille. Il lui emmène, donc il l'emmène avec elle et il lui fait découvrir cet antre un peu magique où il veut lui montrer son secret. Alors elle sait pas trop ce qu'il veut lui montrer, et puis là elle découvre, waouh, elle découvre justement la naissance de la première meute qui est d'ailleurs née en Alsace hein, en 2013, puisqu'une femelle avait rejoint notre mâle en 2012 et des petits étaient nés. Vous avez entendu lors des hurlements provoqués où j'avais fait partie de ces appels provoqués, hurlements provoqués. Et là, elle découvre effectivement la naissance de la première meute née en Alsace, en dehors des Alpes françaises. Hein. C'est d'ailleurs la seule qui est née en dehors des Alpes françaises jusqu'à tout récemment, puisqu'on a une petite meute qui vient de se créer tout récemment depuis l'été dernier dans le Jura suisse, Jura français, où d'ailleurs je vais au mois de février essayer de me rendre sur les lieux pour essayer de faire peut-être, en tout cas, des repérages et observer peut-être mon premier loup sauvage, puisque c'est très compliqué évidemment de voir le loup, notamment
notamment. Donc il lui montre cela, et puis elle a la chance de rencontrer les louveteaux, sa meute avec sa femelle, puisque les loups sont territoriaux, ils ont évidemment une meute avec une femelle attitrée avec laquelle ils vont vivre tout au long de leur vie, et essayer d'avoir, j'allais dire, une fois tous les ans, une portée par an, une portée par clan, en général 3-4 louveteaux dont la moitié vont mourir dès le premier hiver. Et il la ramène sur son dos sur le retour, donc du chemin nord-sud, on refait le chemin inverse du sud vers le nord de l'Alsace, en lui montrant quand même que de temps en temps, la stèle funéraire du dernier loup qui avait été tué en Alsace avant le retour en 1908, à Hirzbach, dans le Sundgau, pour montrer qu'il y a des chemins du loup, qu'il y a des endroits où le loup passait particulièrement, que ce soit par le Rhin quand il était gelé, mais aussi par le Sundgau, qui sont des corridors écologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui des trames vertes, mais qui existaient depuis toujours, et qu'on appelle le chemin des loups, que ce soit par les Alpes, notamment par les Vosges. Et ils reviennent dans les Vosges du Nord, où quand même, là, le père, très très surpris, se dit, mais waouh, c'est un loup. On ne sait jamais, effectivement. Et donc là, le loup lui explique à la fin qu'elle n'a rien à craindre, et c'est ce qu'elle explique à sa famille. Et il lui explique, j'aimerais faire avec toi un pacte écologique entre l'homme et le loup. Moi maintenant, j'ai compris ce que veut dire l'essence même du loup. J'ai compris que vous avez besoin d'être protégé. Et là, Liesele donc sait qu'elle doit créer cette maison du loup quelque part en Alsace pour justement donner consistance au projet et à la réhabilitation du loup en Alsace. Vous êtes non seulement un auteur, Thomas Pfeiffer, vous êtes également un fabuleux conteur. Merci. Ce qui me surprend beaucoup, Oui. c'est que vous avez entamé et produit la traduction en alsacien et en allemand, alors que vous-même, vous ne parlez pas l'alsacien. Exactement, c'est vrai. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Il y a des hommes, faut voir comme ils ont la dent dure, dur, 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 dur. Ils ont la dent dure, garantie sur facture. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Il y a des dames, c'est un drame, qui porte un manteau, qui porte un manteau de ta peau sur le dos. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Des chasseurs, enfants de cœur, j'en ai pas connu, nu, j'en ai pas connu, et j'en ai jamais vu. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Nous sommes toujours à Pettisheim chez Thomas Pfeiffer, spécialiste du loup en Alsace et ailleurs, pour la sortie de l'édition et des éditions à la fois en allemand, Die fabelhafte Reise von Liesel und von Wolfi durchs Elsass, et Die fabelhafte Reise vom Liesel und vom Wolfi durchs Elsass. Ça, c'est la version alsacienne de l'ouvrage Le fabuleux voyage de Liesel et Wolfi en Alsace. Et je disais tout à l'heure, Thomas, étonnamment, vous ne parlez pas vous-même le dialecte. Non, pas du tout. En fait, ma grand-mère étant allemande, qui n'est plus de ce monde, à qui est d'ailleurs dédicacé le livre, puisqu'il y a deux personnages, donc mon fils Lou, qui a 12 ans, et ma grand-mère Anne-Laure, qui était allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, a tellement souffert du regard, notamment dans l'enfance de ma mère, qui est née le 25 décembre, le jour du Christ, c'est pour ça qu'elle s'appelle Christa, et elle a tellement souffert du regard, de rejet, après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle est née en 1949, qu'elle a absolument pas voulu que j'apprenne l'alsacien, ce qui est un de mes grands regrets. Mais mon idée, c'est
c'est qu'à travers ce livre, nos jeunes enfants, nos petites têtes blondes puissent s'approprier l'alsacien, qu'ils continuent de vivre et d'exister à travers les légendes du loup en Alsace. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. C'est quelque part un petit hommage que je lui fais, un petit clin d'œil, comme à Tommy Ungerer qui nous a quittés et qui devait faire la préface de cet ouvrage. Et auquel vous rendez hommage aussi Avec en quatrième de couverture. Exactement, avec un dessin justement, avec les trois brigands et notamment Jean de la Lune, où l'idée c'était effectivement, Christophe a dessiné ça de manière formidable, une constellation sous les formes des étoiles qui représente Tommy Ungerer et qui est un hommage évidemment à ce grand monsieur qui nous a fait tellement rêver, mon fils et moi-même, notamment dans les trois brigands et Jean de la Lune. Voilà, donc c'est un petit hommage. Thomas Pfeiffer, en vous écoutant, je me dis, mais d'une façon un peu inattendue, on peut presque faire un parallèle entre le statut de l'Alsacien et de la pratique dialectale, et surtout la considération et la difficulté après la guerre, où on a évidemment fait un amalgame rapide entre le régime nazi et la culture germanique, la culture allemande, mais aussi quelque part le traitement et la manière dont on porte un regard sur le loup. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre culture et écologie ? Alors bien sûr, c'est-à-dire que la culture et l'écologie, la culture renvoie à la nature profonde de l'homme, et on n'aime pas ce qui dérange, et le loup, et c'est pour ça qu'il, pour moi, il est fabuleux, et pas seulement dans le voyage de Lisa Le Wolfi, il est fabuleux parce qu'il nous questionne sur nos propres rapports à la nature, sur notre propre acceptation du sauvage et sur nos propres limites. Et justement, comme la culture germanique et la culture alsacienne qui ont bien du mal aujourd'hui en Alsace à se développer, on a quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire que le loup a été rejeté, il est encore pour beaucoup rejeté, malgré le fait quand même, rappelons que 3/4 des Français sont pour le retour naturel du loup. Malgré cela, il dérange encore puisqu'il perturbe les élevages. Il est effectivement un prédateur qui va mettre du désordre, ou en tout cas qui va révéler le désordre de nos structures écologiques et de notre incapacité à vivre avec le sauvage. Donc le loup, c'est quelque part un animal qui nous renvoie un peu à nous-mêmes, qui est une sorte de miroir de l'âme humaine. Et ce que j'aime à travers lui, c'est qu'il effectivement, il est victime de rejet, souvent de croyances, de légendes, de superstitions, de quelque chose qui est enfoui au fond de nous, qui est une sorte de part de ténèbres, qui n'acceptons pas finalement de vivre avec l'ancêtre de tous les chiens. Le loup, c'est celui qui nous a permis d'avoir le premier mammifère qui a été, j'allais dire, au service de l'homme, c'est le chien, et son ancêtre, c'est le loup. Donc si cet animal a été si dangereux, jamais on n'aurait pu pouvoir, sur des longues générations, imprégner, apprivoiser des chiens qui sont aujourd'hui le plus bel et le plus beau et fidèle compagnon de l'homme. Donc le loup, effectivement, a été rejeté, il est encore, mais ça va beaucoup mieux. Et justement, ce type de livre a pour vocation de mieux le faire connaître, sans dire que le loup est un animal, évidemment, certes, pour moi il est fantastique, mais c'est un animal qui est un prédateur, qui tue pour se nourrir, qui quand il arrive dans une région qui n'est pas préparée au retour effectivement du loup, les élevages vont en pâtir, mais il y a des solutions, et j'espère pouvoir rencontrer très rapidement le ministre de l'écologie pour parler du loup, parce que moi mon idée c'est à travers ce livre, certes d'être militant, mais d'être pratique, d'apporter des solutions, et de ne pas diviser les camps entre ceux qui sont pour le retour du loup et ceux qui sont anti. Moi mon idée c'est de faire rentrer le loup dans le cœur des hommes, mais en aidant les éleveurs, et ça c'est aussi le projet qu'on aura à mener dans la Maison du Loup, pour justement faire comprendre que c'est possible et qu'on puisse cohabiter tous ensemble. Maison du Loup, on en reparlera avec vous, Thomas Pfeiffer. Dans ces deux versions, allemande et alsacienne, toujours les deux, paru chez Dopenzinger éditeur, version allemande traduite par Günther Lipowski et Daniel Morgan, et la version alsacienne traduite par Daniel Krevna-Werner. Je disais tout à l'heure, tout ça est particulièrement sourcé d'un point de vue scientifique. Où on est précisément aujourd'hui de loup en Alsace? Alors le loup est toujours présent en Alsace. Alors on ne dit plus qu'il y a une meute, puisque depuis 2013... Toujours, il ne serait pas plus juste de dire à nouveau? Alors à nouveau, non, toujours depuis 2011, il y a une présence permanente du loup, mais pas de meute avérée, c'est-à-dire on a 3 individus qui se baladent dans la vallée de Münster, du côté de Sainte-Marie-aux-Mines, du côté vosgien lorrain. Donc le loup se déplace, il a ce territoire, mais ce sont que des mâles, donc pour le moment pas de reproduction. On pense que la femelle qui avait donné naissance au petit a sans doute été braconnée, de l'aveu même de certains éleveurs avec qui je suis en contact, et avec qui on peut parler du loup, parce que certains ne sont pas tous anti-loup, loin de là, même si ça reste encore une minorité. On a un autre loup qui se balade du côté de la vallée de la Bruche depuis maintenant le début de l'année dernière, qui fait quelques dégâts sur certains troupeaux, du côté de Belmont notamment, Grand-Rue, etc., autour du Champ du Feu. Donc il est présent sur ce territoire. Ce sont des jeunes loups sur fond de colonisation, des jeunes mâles. Là aussi c'est un mâle qui s'installe sur des territoires. Restera pas. En tout cas la forêt de Dabo à Bricheveller, c'est le plus grand massif forestier de l'Alsace. Donc il y a du gibier en abondance. Il y a un couvert forestier qui pour lui est idéal. Il faut évidemment une petite femelle avec laquelle s'accoupler.
isolé, mais ça bouge aussi du côté de la Forêt-Noire, où on a aussi un spécimen qui est là. On a une meute dont j'ai parlé tout à l'heure, du Jura, qui s'est installée depuis l'été dernier, qui a donné naissance à des louveteaux cette année. Donc d'autres mâles ou femelles qui vont avoir un an et demi, vont quitter leur meute d'origine pour s'installer sur ces territoires. Et l'Alsace est un carrefour européen entre des loups qui sont pour le moment italiens. C'est bon d'un point de vue culturel, visiblement. Un carrefour biologique, carrefour culturel et biologique, puisque le loup ne connaît pas les frontières, au contraire, il s'en empare, et c'est ce que j'aime aussi à travers lui, c'est qu'il ne connaît aucune limite. Il s'en moque surtout. Il s'en moque, il saute à travers les frontières, et justement ce loup italien que nous avons sur le quart nord-est et en France, puisqu'on a autour de 500 loups à peu près en France, 2000 en Espagne, à peu près 2000 aussi en Italie, et on a du loup qui est polonais, qui transite depuis l'Allemagne, depuis Berlin notamment, et qui arrive jusque dans le Grand Est, dans les Ardennes belges. Là aussi on a une meute qui est installée, dans le Luxembourg, dans les Pays-Bas, et justement on pourrait avoir l'arrivée de ce loup polonais qui rencontrerait le loup italien, d'où l'idée de cette double rencontre entre loup italien et loup polonais donnera naissance à une nouvelle sous-espèce dans ce carrefour justement. Projet européen du loup. Projet européen du loup. Et Thomas Pfeiffer, vous-même vous êtes un grand spécialiste reconnu du loup, et tout à l'heure je vous entendais dire que vous n'avez jamais vu à l'état sauvage. Alors pas encore, justement j'aimerais voir L'homme qui a vu le loup prochainement avec mon ami Jean-Michel Bertrand qui sort justement actuellement un très beau film qui s'appelle Marche avec les loups, aussi avec un livre dont j'ai pu faire l'avant-première, et justement lui dans les Alpes françaises a pu voir à l'état sauvage, il les a filmés dans 2 films magnifiques, les loups, notamment dans sa vallée à lui comme il dit, et j'aimerais bien pouvoir aller dans sa vallée avec lui justement sur les pas du loup, notamment en février d'abord dans le Jura. Ça veut dire que si on se promène le dimanche dans les vallées vosgiennes ou en forêt vosgienne, on a peu de chances de croiser le loup. Vous avez extrêmement peu de chance, mais c'est déjà arrivé sur la route des Crêtes, en pleine journée, authentifié par l'ONCFS qui a validé le témoignage. L'Office national de la chasse et de la faune l'Office sauvage. national de la chasse et de la faune sauvage qui a validé effectivement le témoignage. Donc à 2h de l'après-midi, si le vent effectivement est favorable à l'homme, si effectivement il surprend en hauteur, il peut-être le voir une quinzaine de secondes. Tout récemment, un automobiliste dans les Vosges du Nord a pu voir du loup et le filmer. Donc c'est arrivé là il y a 2 mois de ça. Donc le loup est là, il s'installe, il est présent. C'est difficile de le voir tant qu'il n'y a pas d'attaque, parce qu'il est prudent, méfiant, il a peur de l'homme, mais en même temps, il est assez curieux, il emprunte les routes des hommes et il parcourt des espaces qui sont les nôtres. Donc il est, je dirais, toujours aux limites, c'est ce que j'aime chez lui. Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt nous qui traversons ces espaces à lui? Je crois que c'est un peu ça, et justement Jean-Michel Bertrand s'était amusé à s'intégrer dans son territoire en urinant dans le territoire du loup, où le loup c'était amusant, uriner à nouveau sur effectivement le passage de Nous l'homme. sommes des mammifères. Voilà, nous sommes des incontestablement. mammifères, et j'aime cette idée que nous sommes des animaux, certes rationnels et pas toujours rationnels, mais rappelez que le loup nous rappelle à cette part sauvage, et nous sommes dans ce chaînon-là, évidemment, nous sommes des animaux, et on a perdu ce contact direct avec la faune sauvage et la biodiversité de manière générale. Eh oui, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir le robinet pour que l'eau coule. C'est C'est ça. oublier peut-être d'où elle vient. Exactement. Comment vous expliquez, Thomas Pfeiffer, aujourd'hui, précisément, vous évoquez l'Italie. On sait qu'en Italie, des rapports avec l'homme et les éleveurs, notamment l'agriculture, se portent beaucoup mieux. D'où vient cette crispation en France et peut-être en Alsace notamment? Alors, la crispation en France, elle est liée à un grand millefeuille culturel et historique lié au fait que le loup a été pendant longtemps le mammifère le plus répandu, plus de 20 000 loups au XVIIIe siècle. Il était porteur de la rage, donc on a soigné la rage avec un petit garçon, je rappelle, Joseph Meister, mordu On par revient un à chien l'Alsace, enragé. évidemment. On revient à l'Alsace avec Pasteur. Évidemment, les contes et légendes du chaperon rouge, des loups-garous, de la lycanthropie et j'en passe, mais surtout, le loup est un prédateur pour l'homme, de troupeaux, de moutons, et effectivement, depuis le Moyen-Âge. Mais en Italie aussi. Oui, mais depuis le Moyen-Âge, en Italie, le loup est valorisé puisqu'il est dans la légende de Rémus et Romulus. C'est un animal, le soir on rentre les bêtes pour faire de l'élevage pour le lait, alors qu'en France c'est de la viande, on fait de l'élevage extensif, alors surtout dans le Mercantour et dans les Alpes de Haute-Provence. Mais on oublie aussi de dire que depuis quelques années, on n'arrête pas d'avoir de l'extension de nouveaux troupeaux qui se développent, contrairement à ce qu'on peut dire. La filière ovine n'est pas en crise, en tout cas dans l'extension des territoires qui se font, c'est dans les endroits où le loup est le plus présent. Alors certes, il y a beaucoup d'attaques, on est le pays où il y a le plus d'attaques de toute l'Europe, on est le pays où aussi on tue le plus de loups, on a tué plus de 100 loups cette année, parfois certaines victimes de collisions, mais 100 loups dans le dispositif national de la brigade loup, et on est le pays où il y a le plus d'attaques. Pourquoi? Parce que quand on a des attaques, justement, on va déstructurer la meute, on va avoir des jeunes loups qui vont perdre leur dominant, et parfois ils vont attaquer encore plus souvent les troupeaux. On Notamment. observe le même phénomène de déstructuration, Thomas Pfeiffer, dans un tout autre domaine, notamment je pense aux sangliers par Bien exemple. sûr, bien sûr. Et effectivement, on est aujourd'hui dans un dérèglement
règlements à ce niveau-là. Et en France, on n'a pas mis en place suffisamment tôt des structures. Il faut accompagner les éleveurs, mettre en place des plateformes avec de vrais chiens, mettre en place des aides bergers, des aides notamment qui sont formées dans les lycées agricoles. C'est une de mes idées phares, c'est de permettre de créer de l'emploi autour du retour de l'eau. Aujourd'hui, la neige dans les montagnes va disparaître. L'écotourisme local va se baser justement sur la découverte du terroir, des produits et notamment la redécouverte de la biodiversité à travers le loup. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Der hat schon mal einen Wolf gesehen, auf einem Foto in einem Film. Sie sind wunderschön. Leider gab's in unserem Land lange keine mehr. Doch vor ein paar Jahren kamen wieder welche her. Nein, du bist kein Streichelhund, nein, du bist nicht zahm. Doch das ist noch lang kein Grund, dich nicht gern zu haben. Jetzt wohnen wieder wilde Wölfe hier bei uns im Wald. Seid willkommen, ihr seid noch nicht viele, aber bald. Wundervolle Wesen wanderten von Ost nach West. Und es werden mehr, wenn du sie lässt. Au, au, au. Ziemlich alt, denn die Wölfe waren nie schlecht. Wild, das sind sie halt. Und Rotkäppchens Großmama hat kein Wolf verschluckt. Sei mal ehrlich, die Geschichte klingt total verrückt. Nein, du bist kein Streichelhund, nein, du bist nicht zahm. Doch das ist noch lang kein Grund, dich nicht gern zu haben. Jetzt wohnen wieder wilde Wölfe hier bei uns im Wald. Seid willkommen, ihr seid noch nicht viele, aber bald. Wundervolle Wesen wanderten von Ost nach West. Und es werden mehr, wenn du Thomas Pfeiffer, les deux versions alsaciennes et allemandes du fabuleux Voyage de Lisle et Wolfi en Alsace viennent de paraître chez l'éditeur Do Benzinger, un éditeur breton, tiens, comme ça en passant, c'est amusant. Le Finistère. Thomas Pfeiffer, est-ce qu'aujourd'hui, une BD dans les trois langues, alsacien, allemand, français, peuvent, d'après vous, permettre d'appréhender le loup autrement? C'est un livre pour enfants. Est-ce que ce serait pas d'abord les éleveurs eux-mêmes à lire ça, mais finalement aussi tout un chacun? C'est-à-dire que ce livre a ce but-là, modestement, d'essayer d'éclairer, d'éveiller un petit peu les esprits, d'ouvrir les esprits à la biodiversité, à l'étrangeté, au sauvage. Et le loup est une clé intéressante parce qu'elle nous permet de nous réunir, au-delà des différences. Même en 2020, encore aujourd'hui, Thomas Pfeiffer, ces légendes, ces croyances que vous évoquez d'ailleurs dans le livre, bien sûr, je ne parle pas de celles qui sont liées à l'histoire de l'Alsace, mais en tout cas, les relations qu'on peut avoir avec le loup sont encore très prégnantes. Vous devez vous arracher les
les cheveux, pour pas dire les poils, à force d'entendre des inepties encore aujourd'hui sur la biologie du loup. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un ton dans lequel on n'entre pas dans le conflit et on essaie d'apaiser, parce que je crois qu'en face de nous, on a un monde de l'élevage qui est en crise pastorale depuis longtemps, on a des rancœurs, on a une vision du monde agricole, de l'agribashing notamment, où l'éleveur ne trouve pas sa place comme l'agriculteur. Et moi je pense que le loup, c'est assez bizarre, je provoque un petit peu, mais je pense que le loup peut redonner une image de qualité, de travail qualitatif de l'éleveur, parce que c'est un travail évidemment immense de s'occuper de ses bêtes tout au long de l'année H24. Et je crois que justement remettre l'éleveur au centre de la dynamique à travers une cohabitation apaisée avec le loup, en faisant que les amoureux du loup notamment et de la biodiversité achètent de la viande locale, des produits chez l'éleveur, il y a une réversibilité possible, c'est-à-dire de travailler tous ensemble autour d'une table, de cohabiter et de faire en sorte que l'éleveur justement soit le garant finalement d'une protection indirecte du loup qui va lui permettre d'amener des touristes qui vont consommer ses produits et d'arriver à apprécier d'autant plus son travail. Je pense que culturellement et générationnellement, des petits-enfants qui vont lire ce livre, alors je ne pense pas dans un premier temps les éleveurs peut-être, mais je connais aussi des éleveurs qui sont pour le retour du loup, qui ont pris des chiens. Après, c'est un excellent moyen, par exemple, pour un grand-père, fut-il éleveur et dialectophone, de, pourquoi pas, feuilleter ce livre en alsacien avec et d'échanger et de trouver ensemble des solutions. Car celui qui aime le loup n'est pas celui qui n'aime pas l'élevage de moutons. Au contraire, je pense qu'une des grandes idées, c'est quand même plus de 40% de la viande de mouton est consommée ailleurs qu'en France, avec la concurrence déloyale du mouton néo-zélandais. Je pense qu'un des meilleurs moyens qu'on puisse rendre service, c'est indirectement, si effectivement ces éleveurs jouent le jeu d'accepter le retour du loup, en les accompagnant, j'entends bien, avec des chiens, des aides-bergers, etc., c'est justement de soutenir leur travail et de valoriser justement les produits de terroir et les produits de qualité. Je crois que là, le loup, en termes de biodiversité, ne peut être qu'un des éléments clés dans cette Faire connaître le loup, Thomas Pfeiffer, c'est aussi votre grand projet à travers la création d'une maison du loup. Vous évoquez d'ailleurs à la fin de ces ouvrages. C'est ça, c'est la clé. C'est pour moi, mes livres ont toujours un but ultérieur, c'est-à-dire on raconte des histoires, mais surtout l'idée, c'est de donner envie de créer un projet qui est né il y a une dizaine d'années. J'avais commencé une petite exposition à Truttersheim, à la maison du Korsberg en 2009, et j'avais vu le succès que ça avait. Ces conférences, ces rencontres m'ont donné l'idée de créer un espace pédagogique justement, consacré au loup, et pas qu'au loup mais au monde sauvage en général, mais le loup serait une clé d'entrée, et de créer cette maison du loup quelque part en Alsace, dans le Haut-Rhin notamment, avec des collègues, puisqu'on est toute une équipe, et ce projet devrait se réaliser dans les 2-3 ans qui viennent, et l'idée justement c'est d'appréhender le loup d'une manière différente, à travers les générations, et de permettre à travers le loup de se réapproprier certes le patrimoine local, la culture locale, les légendes du loup, mais comprendre la dynamique du retour du loup, mais en lien avec les éleveurs, en lien avec le monde de la chasse, en lien avec les activités. C'est-à-dire que le loup, il n'est pas déconnecté de ce qui se passe, il est là, il est présent, et justement, il peut donner consistance et coexistence à tous les strates sociales, et le loup peut nous réunir comme il peut le faire en Suisse ou en Allemagne, où parfois c'est compliqué aussi, mais mettons-nous autour d'une table, trouvons des solutions et faisons en sorte que cette maison du loup accueille des chasseurs, des éleveurs, dans un débat qui soit apaisé, où on permette à chacun de trouver des solutions et de faire pression même sur l'État, la préfecture, pour dire ouais, ça peut fonctionner, mais il faut se donner les moyens. Le loup, c'est pas une fatalité, c'est pas la fin du monde, c'est pas une calamité de plus. Voilà, le loup, au contraire, c'est peut-être une chance pour la biodiversité, notamment aujourd'hui avec la Mail Lime, avec le réchauffement climatique, avec ce qu'on voit, ce qui se passe avec l'extinction massive d'oiseaux, d'insectes, etc. Le loup, c'est une chance pour la biodiversité, notamment de réguler des herbivores d'une manière saine et en lien avec les chasseurs. Tout à vous fait. évoquez l'effondrement de la biodiversité, Thomas Pfeiffer. On est ici à Fetisheim, chez vous, à votre domicile, non loin d'énormes chantiers du grand contournement ouest, plus de 450 hectares soustraits à la nature. C'est pas forcément très favorable. Et comment ça vous impacte, vous, l'amoureux, le spécialiste du loup? Alors, quand je passe à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux, mais ce sont des pleurs qui ne coulent pas, elles coulent à l'intérieur. Et chaque fois que je vois ça, c'est pour moi une vraie balafre énorme, une cicatrice que je garderai tout au long de ma vie, puisque c'est juste à côté de chez moi. Mais d'un côté, je vois que voilà, pour le GCO, le bitume va se créer en 2020, et de l'autre, la centrale de Fessenheim ferme. Un autre symbole donc important de la biodiversité, qui permet derrière de créer notre projet justement sur ces lieux-là. C'est comme une sorte de pic de l'histoire quelque part. Je trouve toujours qu'il y a des liens intéressants. La réversibilité tout à l'heure, j'avais noté ce mot-là. Oui, j'aime beaucoup ce côté résilient, c'est-à-dire que d'une situation voilà, où le loup peut être montré d'une manière sauvage et cruelle et autres, on peut aussi montrer que
à travers justement les liens du loup dans l'histoire, il a su aussi créer des identités locales, que ce soit les brûleurs de loups dans les Alpes pour lesquels j'ai aussi travaillé. Et justement, je pense que cette maison du loup en Alsace peut créer du lien, tisser du lien. Et d'ailleurs, je connais un maire dans la vallée de la Bruche qui est pour le retour du loup. Il n'a pas que des amis, mais il a créé un comité avec des éleveurs pour lequel on prépare le retour du loup. Et je trouve ça très intéressant parce que ça permet de montrer qu'aujourd'hui, on a des dynamiques locales avec des élus qui comprennent l'enjeu écotouristique du loup et de permettre justement une maison du loup et de parler, de faire vivre les éleveurs à travers le retour du loup. Je crois que c'est ça qui me paraît important. Si je réussis ça, quelque part, avec la maison du loup, on aura réussi un bel exercice et on aura, comme diraient certains, nos vies n'auront pas été vaines. Et comptez sur nous, Thomas Pfeiffer, pour vous accompagner tout au long de cette aventure. Die fabelhafte Reise von Liesela und von Wolfi durchs Elsass et la version alsacienne, fabelhafte Reise von Liesela und von Wolfi durchs Elsass, Thomas Pfeiffer, c'est une volonté, avec la version française, bien sûr, sortie en 2015, le fabuleux voyage de Liesela et de Wolfi en Alsace. C'est une manière aussi de ramener le loup et la problématique du loup dans l'espace public. On n'est pas forcément d'accord avec les acteurs de la protection du loup, avec cette démarche, j'allais dire, de popularisation qui vous met un petit peu en marge de la meute. Finalement, vous êtes vous-même un peu le loup solitaire. C'est ça, j'ai tendance un peu à me sentir un peu marginalisé, mais je le fais de bonne grâce parce que c'est pas mon intérêt personnel qui compte, c'est l'idée que je défends et les idées qu'on défend ensemble parce que je ne suis pas tout seul. Et l'idée, c'est justement de faire comprendre que contrairement à cette idée où moins on parle de loup, mieux c'est, et c'est un petit peu le discours politique ambiant, où on nous parle de biodiversité, de Make Our Planet Green, et derrière on tue sans loup, il y a quelque chose quand même là qui n'échappe pas d'ailleurs à mes élèves et qui n'échappe pas, j'allais dire, à la population générale, de contradiction entre le paradoxe de défendre la biodiversité et de l'autre, de parler encore dans les discours récemment de l'écologie, oui, mais ça rime avec économie. Alors oui, certes, l'écologie doit rimer avec économie, mais j'allais dire aussi sociale quelque part. Et l'inverse aussi, surtout. Et l'inverse aussi, surtout, voilà. Et faire comprendre que moins on parle de loup, à mon avis, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, plus on va parler, dialoguer, accompagner, et faire comprendre que les éleveurs ne sont pas seuls. Je pense qu'il y a vraiment une crise humaine très forte dans ce métier-là du pastoralisme. Je pense qu'il y a un vrai sentiment d'abandon qu'on a pu voir dans le film de Guillaume Canet aussi, dans le monde agricole. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience des Français. Et je crois que vraiment, voilà, le monde de l'élevage doit être justement pris par le bras avec l'accompagnement du loup en disant voilà, vous êtes des acteurs incontournables, le loup est présent dans la biodiversité avec les chasseurs, mettons-nous autour d'une table, trouvons des solutions et la pédagogie à travers la maison du loup et d'autres choses, parce que l'idée c'est d'accompagner au-delà du loup, de faire comprendre l'ensemble de la biodiversité, des grands prédateurs jusqu'aux insectes, tout a un rôle évidemment à jouer et je crois que voilà, il faut faire comprendre à chacun le rôle et ouvrir le débat, notamment dans le documentaire qu'on fait pour Alsace 20, Lime quand la nature nous parle, de montrer un petit peu que la moindre intervention de l'homme a un impact dans la globalité et que justement le loup, c'est une histoire qui n'est pas seulement locale, on en a parlé tout à l'heure, elle est française mais elle est européenne et le loup est un carrefour européen géographique, culturel et il nous amène à nous poser des questions sur notre rapport au sauvage et sur ce que l'on accepte du sauvage et ce qu'on accepte finalement de nous-mêmes. Durablement vôtre, Éric Mutschler.
Thomas Pfeiffer, à plusieurs reprises jusqu'à présent, vous avez évoqué vos élèves. Ça veut dire que j'imagine vous êtes enseignant. Oui, enseignant dans un collège à Treustersheim depuis maintenant une dizaine d'années. Et je parle souvent effectivement du loup à mes Dans quelle élèves. discipline? Alors l'histoire-géographie. Contrairement Nous y voilà. Voilà, l'histoire-géographie, parce que je suis historien au départ, mais naturaliste évidemment au grand cœur. Je fais aussi partie du réseau ONCFS. Mais mon idée, c'est surtout Le réseau? ONCFS, Pardon. Office national, donc C'est la ça. chasse des faux sauvages, dans le réseau loup lynx notamment. Et mon idée, c'est justement de faire comprendre le loup, et le public qui accroche évidemment beaucoup, ce sont les enfants qui posent énormément de questions, et des questions très sensées. C'est pour ça que j'aime ce rapport aux enfants. Et alors, comment en êtes-vous venu en tant qu'historien au loup, Thomas Pfeiffer? Alors, en fait, depuis tout petit, j'ai été un peu mordu par le loup quelque part, mais pas physiquement. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Gérard Menatori, qui a créé Grand monsieur. Ouais, grand monsieur du loup, pour moi, c'est mon modèle, qui a créé le parc à loup du Gévaudan, en Lozère. Et j'ai eu la chance de travailler, il y a quelques années, dans ce parc, dans cet espace, approcher le loup, à l'état donc de parc, donc pas de loup sauvage. Et justement, ce monsieur était dans un numéro d'Ocapi avec deux grands loups, et cette image m'a fait tilter. Et j'ai eu envie de rencontrer ce monsieur grisonnant avec ces deux grands loups qui étaient sur son épaule et de chaque côté, et ça m'a impressionné cette image. Et j'ai eu envie, moi aussi, de me frotter un peu au loup, de le rencontrer. Puis j'étais assez un peu déçu d'ailleurs au départ de voir que c'était lui plus qui avait peur de moi que l'inverse. Et je me suis jamais senti aussi bien dans un parc à loups que là, parce que ces animaux sont vraiment très calmes, très apaisés. Alors, pourquoi ne pas avoir choisi plutôt une voie, quitte à être enseignant, votre être enseignant peut-être de sciences et de la vie de la Terre, non? Alors quand c'est arrivé, j'étais gamin et j'étais pas très bon en sciences notamment. Donc le métier de vétérinaire, de garde forestier m'avait évidemment titillé de loin. Et puis travailler dans un parc un jour, dans une maison du loup, en tout cas avec les animaux, ça m'a toujours beaucoup plu. Mais je n'avais pas les connaissances scientifiques à l'époque et le bagage scientifique, notamment en mathématiques, pour faire une école vétérinaire. Mais c'est un grand regret, oui. En attendant, vous êtes bien rattrapé, Thomas Pfeiffer, parce qu'au-delà de la version française, alsacienne et allemande du voyage fabuleux de Liesl et Wolfi, ou du fabuleux voyage de Liesl et Wolfi en Alsace, vous avez produit d'autres ouvrages. Oui, tout à fait. Donc Alsace, le retour du loup à la nuée bleue en 2011. On a aussi fait un livre collaboratif sur les traces de la Maille Lyme avec Nathalie Boulanger et Patrick Aberrer, sur lesquels nous ferons un documentaire pour Alsace 20, Lyme quand la nature nous parle. J'ai travaillé sur l'identité régionale des brûleurs de loups, donc chez l'Harmattan sur les traces des brûleurs de loups, et aussi de manière plus peut-être anecdotique sur le premier historien du Canada, les découvertes du sauvage, mais cette fois les Amérindiens, puisque mon autre passion, outre les sauvages animaux, c'est évidemment ce qu'on a appelé l'altérité, le sauvage humain, et notamment donc Marc Lescarbot, pionnier de la Nouvelle-France, qui est le premier cartographe, géographe et premier historien de la Nouvelle-France et poète, qui rencontre des Acadiens au XVIIe siècle, et ce rapport à l'altérité et au monde sauvage a finalement notre part de sauvage à nous, c'est toujours ce qui m'a intéressé. Ce qu'on met à la marge en général m'a toujours intéressé dans l'histoire. Et les Amérindiens sont évidemment un peuple pour lesquels, malgré leur grande diversité, un peuple pour lequel j'ai énormément de respect et d'estime, car eux, ils étaient en connexion directe avec la nature, avec l'environnement, et justement avaient un grand respect de tout ce qui était vivant, et notamment le loup. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Thomas Pfeiffer, grand spécialiste du loup, auteur de nombreux ouvrages, et les derniers parus et bandes dessinées en alsacien, en allemand de la version française, le fabuleux voyage de Liesl et Wolfi en Alsace, sorti lui en 2015. Les deux derniers viennent de paraître. Plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule? Bon, là, un coup de gueule par rapport à la politique actuelle du gouvernement, M. Macron, sur le loup. On ne peut pas être très fier de cela. Seulement sur le loup?
Alors sur le loup et la biodiversité en général, et les aspects sociaux qui vont avec, tout à l'heure, on parlait de développement durable, d'économie, d'environnement, mais de social. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de laissés pour compte. Je ne parle pas de ceux qui dorment actuellement dans la rue, de ces enfants qui ne vont pas à l'école, plus de 80% d'enfants handicapés qui ne vont toujours pas à l'école. Et je suis enseignant à qui on a fait la promesse électorale d'y aller. La politique de la biodiversité et de l'environnement où on va buter du loup, hein, je cite Castaner il y a quelques semaines, en lien avec un des maires des Alpes de Haute-Provence. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse être en adéquation entre des discours et des annonces et puis une réalité qui est évidemment tout autre, où on fait tout le contraire de ce qu'on annonce. Et on a bien compris qu'il y a un jeu de dupes, enfin, où on n'est pas si dupe que cela. Et on voit bien les effets aussi sur la réforme des retraites, où on a une méthode ultralibérale qui ressemble étrangement à la méthode du président Sarkozy, où on propose des choses, on impose des choses, on voit comment ça réagit, et puis si ça passe, ou ça casse. Et j'ai quand même l'impression qu'en quelques mois, là, juste avant Noël, on a créé un climat, après les Gilets jaunes, qui n'étaient de loin pas une grande réussite en termes de relations apaisées, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une stratégie de pourrissement où on divise les Français les uns contre les autres. Et je crois que justement, il faut qu'on comprenne qu'on n'est pas divisé. Et nous faire croire qu'on est tous divisés et si peu nombreux est au contraire un leurre qui ne fonctionne pas. Je crois au contraire, les Français ont besoin d'apaisement social, de maintien d'une qualité de vie. Alors certes, il faut réformer les retraites, c'est évident, mais aussi d'un maintien de la biodiversité. Quand on voit ce qui se passe à côté de chez moi avec le GCO, pour satisfaire les intérêts d'un groupe qui s'appelle Vinci et qui sont un des promoteurs de la campagne du président, on comprend bien que les intérêts privés, puisqu'ils vont récupérer également les gares aéroportuaires autour de Paris, notamment certains hôtels de police de Strasbourg, je crois bien qu'il y a une contingence assez importante là aussi entre les intérêts personnels et les intérêts finalement privés, et qui sont confondus avec l'intérêt public de maintien de la biodiversité, mais aussi, j'allais dire, de cohésion sociale. Le loup est un révélateur de ce manque de cohésion sociale aussi, quoi. Décidément, le loup est partout. Mais vous avez raison, Thomas Pfeiffer, parce que c'est peut-être une perception que l'on a du loup qui n'est pas forcément évidente à comprendre, tant il nous renvoie à beaucoup dans notre relation, précisément au monde. Gouverner, c'est prévoir, disait le sage. Or, on a l'impression quand même, Thomas Pfeiffer, en vous écoutant, mais aussi bien sûr, en écoutant les informations, en regardant autour de soi, qu'on est très loin aujourd'hui d'être dans cette prévention. On vient de sortir de la COP25 à Madrid. On s'aperçoit que 25 ans après, toujours rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut écouter Greta Thunberg, il faut continuer de marcher pour le climat, il faut continuer de faire pression ensemble. Comme je dis, faire croire qu'on est divisé, on est bien plus nombreux. Ça fait référence à un film qui vient de sortir récemment, dont je ne spoilerai pas la fin, mais l'idée c'est de montrer qu'on est nombreux, qu'on est mobilisés. Et je crois que, quels que soient les âges, mais je vois cette génération, ces jeunes sont très, très, très attachés à l'idée du maintien de la biodiversité, de ce qu'il en reste. Certes, 30% d'Amazonie a disparu. Une grande partie, on est sur la 6e extinction massive de mammifères. Mais... Après, même sans aller jusqu'en Amazonie, quand on arrive ici dans Korosberg, à Pettisheim, on est quand même parfois sur des paysages un peu lunaires. Monoculture de maïs, le GCO bien sûr, on est dans la destruction de paysages qui ne sont absolument pas ceux de la polyculture alsacienne du XVIIe et XVIIIe siècle, on faisait un peu de tout. Aujourd'hui on est vraiment dans cette monoculture qui répond à l'intérêt économique, puisqu'on a bien compris que l'écologie doit rapporter, même aujourd'hui pour avoir des aides, pour financer aussi des livres comme le mien, il faut évidemment montrer la viabilité économique du projet, donc on est vraiment influencé et dépendant totalement de cet aspect économique. Mais j'allais dire de cœur, c'est bien sûr le film de Jean-Michel Bertrand, mon ami, sur Après la vallée des loups, Marche avec les loups, qui sort le 15 janvier, donc tout prochainement, et avec le livre sur le loup, justement, qui sort également à ce moment-là. Pour moi, c'est un clin d'œil. Ce film est magnifique, car il montre dans les Alpes françaises, dans la vallée de Luy, comme il dit, justement, comment on peut suivre des loups qui sont sur des fronts de colonisation, où il va être amené à suivre ces loups, ces mâles ou ces femelles, notamment jusque dans le massif du Jura. Et il montre comment ces jeunes loups, justement, s'installent au gré et pérégrination de leurs besoins, de trouver de la cohésion sociale à travers une structuration par la meute. Ce film est d'une poésie géniale, et un grand monsieur qui vit le loup intensément, qui vit des nuits entières à le traquer, qui pose des pièges photographiques et qui nous montre avec humanité que l'homme et le loup peuvent s'apprivoiser, ou en tout cas que l'homme peut apprivoiser quelque part le regard culturel qu'il avait du loup, et peut-être apprendre
à justement cette résilience, retourner, non pas faire du grand méchant loup un gentil loup, mais faire comprendre que le loup n'est ni méchant ni gentil, mais simplement un être j'allais dire sauvage, qui est là pour se nourrir et qui est plutôt une aide et un auxiliaire très précieux, synergétique pour nous, l'homme, en tuant des animaux qui sont plutôt malades en général. Est-ce que le loup aujourd'hui, Thomas Pfeffer, nous incite pas finalement à une réflexion profonde et un changement radical de paradigme? Vous qui êtes tous les jours en face d'élèves dans votre lycée à Trüchtesheim, est-ce que vos élèves vous interpellent? Est-ce que ça interpelle vos élèves sur cet enjeu-là? Alors cet enjeu est pour eux primordial, c'est-à-dire que pour eux l'environnement, l'écologie c'est le combat de demain, c'est le combat d'aujourd'hui. Je dis toujours qu'il y a trois combats, il y a le social, il y a le terrorisme évidemment, il y a le social et surtout l'environnement. C'est-à-dire que c'est notre planète, on vit tous sur la même petite boule comme dit Jean-Michel Bertrand. Et dans le même navire. Dans le même navire, on galère beaucoup aujourd'hui, mais on rame à contre-courant et on rame pas ensemble. Et je dirais le propre même... Le peu qu'on rame, on rame vers le mur. On rame vers le mur et c'est vrai qu'aujourd'hui on va pas dans bonne le bon année, sens. Thomas Pfeffer. Oui, c'est vrai, bonne année. Mais malgré tout, je pense que ces jeunes aujourd'hui ont compris l'intérêt. Alors, il ne faut pas non plus avoir ce discours catastrophiste, c'est-à-dire qu'il faut trouver ce juste milieu en disant l'espoir est possible, mais on a peu de temps, et ce temps est rapide, court. Il faut vraiment que l'ensemble des pays du monde, et je pense aux États-Unis et tous les autres pays évidemment, quand on pense qu'en Australie, avec les incendies, on a un Premier ministre qui renie effectivement le réchauffement climatique, alors que ça fait 10 ans qu'on a une canicule et aujourd'hui des incendies qui sont très graves, qu'une population notamment de koalas qui va disparaître dans les années qui viennent. Je crois qu'aujourd'hui, le constat n'est plus en train de se dire il y a un réchauffement climatique, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on agit et comment on agit rapidement et efficacement. Et là, il n'y a aucune politique concertée au niveau européen ni français. On a bien compris qu'aujourd'hui, la prégnance de l'économie est toujours plus importante que la réelle prise en compte de la biodiversité et de l'environnement. Merci Thomas Pfeffer. Merci à vous, Eric. Voilà pour ce reportage chez et avec Thomas Pfeffer à Püttisheim dans le Bas-Rhin, grand spécialiste du loup, auteur de la bande dessinée Le fabuleux voyage de Liesl et Wolfi en Alsace, paru aux éditions du Belvédère en 2016, et en janvier 2020 en version alsacienne Fabelhafte Reise vom Liesl und vom Wolfi durchs Elsass, et en allemand Die fabelhafte Reise von Liesl und von Wolfi durchs Elsass aux éditions Jérôme Daubensinger, les trois versions illustrées par Christophe Carmona. Thomas Pfeffer qui par ailleurs porte la création d'une maison du loup en Alsace. Pour en savoir plus, rendez-vous sur maisonduloup.org et sur Facebook à la page Maison du Loup. Vous avez pu écouter dans l'ordre Mon gros loup, mon petit loup par le Suisse Henri Dess, Au das Nabu Wolfslied par l'allemand Eckhard Pieper, et enfin un extrait du conte musical Pierre et le loup du compositeur russe Sergueï Prokofiev. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.